Bonjour à tous. Quand on parle de films d'animation, et plus particulièrement de films d'animation japonais, s'il y a bien un nom à côté duquel on ne peut pas passer, c'est celui des studios Ghibli. Mais si la plupart des gens connaissent certaines des grosses sorties du studio, telles que Le Voyage de Chihiro ou Princesse Mononoke, on se rend compte qu'il existe en fait beaucoup d'autres films assez méconnus du studio, et j'aimerais pouvoir les faire découvrir dans cette émission que j'ai appelée Ghibli Rétrospective. Chaque semaine, on va prendre un des films du studio Ghibli, que ce soit des films plus connus comme ceux que j'ai mentionnés plus tôt, ou des films moins connus réalisés par d'autres réalisateurs, et on va essayer de dégager ce qui fait le charme de ces films, et comment ils se situent par rapport à la filmographie du studio Ghibli en général. Et à l'occasion de la création de cette chaîne, pourquoi ne pas commencer par le film qui a mené à la création du studio Ghibli lui-même, j'ai nommé Le Château dans le ciel. Le Château dans le ciel, c'est un film d'animation japonais réalisé en 1986 par le réalisateur le plus connu du studio, voire le réalisateur d'animé le plus connu au monde, Hayao Miyazaki. Miyazaki a commencé sa carrière en travaillant comme animateur au sein de la Toei. La Toei, c'est probablement le studio d'animation le plus connu au Japon, avec des sorties comme Naruto, Dragon Ball Z ou encore One Piece. Remarqué pour la qualité de son travail et la passion dont il fait preuve, il se voit peu à peu confier des projets de plus en plus importants, comme la réalisation de séries d'animation telles que Conan, Fils du futur, en 1978. Suite au succès de son travail, Miyazaki se voit progressivement confier des longs métrages, appuyé par son ami de toujours et plus tard collègue au sein du studio Ghibli, Isao Takahata. Miyazaki réalise ainsi Le Château de Cagliostro et Nausicaa de la Vallée du Vent, qui seront ensuite souvent associés au studio Ghibli et dont on reparlera dans une future émission. Suite au succès de Nausicaa, la maison de production Tokuma confie immédiatement un nouveau projet à Miyazaki. Problème, le studio Topcraft, avec lequel avait été produit Nausicaa, est au bord de la faillite suite à la production de ce dernier. Miyazaki et Takahata décident alors de demander à la maison de production les moyens de développer un nouveau studio indépendant. C'est ainsi que le studio Ghibli voit le jour, alors que la production du Château dans le ciel est en pleine activité. D'ailleurs, est-ce qu'on devrait prononcer Ghibli, Ghibli ? En fait, le nom vient d'un mot italien, lui-même emprunté à l'arabe, qui désigne un type de vent soufflant depuis le sud. La prononciation italienne serait Ghibli, mais au Japon, on constate que le nom est systématiquement prononcé Ghibli. En Europe, on trouve les deux prononciations qui coexistent, les deux sont donc possibles, et finalement c'est pas une question si importante que ça. Pour en revenir au Château dans le ciel, de quoi ça parle ? Durant son adolescence, Miyazaki s'est passionné pour les récits d'aventures exotiques et les technologies étranges et futuristes, avec des ouvrages comme Les Voyages de Gulliver, d'où est tiré le titre japonais Laputa, Jules Verne, mais aussi le manga Sabaku no Mao. Il en tire l'idée d'une île flottante, d'un médaillon au pouvoir mystérieux et de deux jeunes héros devant faire face à un monde qu'on pourrait qualifier de steampunk, avec ses pirates de l'air, son armée impitoyable ou encore ses civilisations disparues. L'histoire suit Pazu, un jeune garçon travaillant à la mine qui découvre un jour une jeune fille tombant du ciel. Il s'agit de Shita, une jeune orpheline d'abord enlevée par un agent du gouvernement, puis attaquée par des pirates de l'air, la bande Adora. Suite à la pagaille engendrée par l'attaque, et grâce à une pierre aux propriétés étranges, elle parvient à s'enfuir et rejoindre la terre ferme où Pazu l'aperçoit. Les deux jeunes personnages se lancent alors dans une quête pour retrouver Laputa, une île légendaire flottant dans le ciel. En effet, c'est là que se situe l'origine de la mystérieuse pierre magique de Shita. Quant à Pazu, il souhaite restaurer l'honneur de son père qui avait aperçu l'île de ses propres yeux, mais que personne n'avait jamais cru, le laissant mourir de chagrin. Cependant, ils devront échapper aux agents du gouvernement et aux pirates des airs, tous à la poursuite de cette pierre et ne reculant devant rien pour l'obtenir. Quel secret renferme la cité volante et sa pierre ? Sur qui pourront compter nos héros dans cette quête ? Ce sont des questions auxquelles le film répondra au cours de ces 2 heures. Pourquoi regarder ce film ? Le Château dans le ciel est régulièrement décrit comme la porte d'entrée idéale vers le monde des studios Ghibli. Si on peut émettre des doutes sur cette affirmation, il est difficile d'ignorer les raisons qui poussent à ce genre de déclaration. Car bien qu'étant sorti en 1986 au Japon, le film ne sortira en France qu'en 2003, soit 1 an après la sortie du Voyage de Chihiro. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune, avoir vu les affiches dans le journal de Mickey et me dire que les dessins avaient l'air un peu vieux, et je ne comprenais pas vraiment pourquoi quand on avait une sortie comme le Voyage de Chihiro l'année d'avant. Et donc comme je le disais, même si sorti en 1986, le film possède déjà une grande partie de ce qui fera le cœur des films du studio Ghibli. D'abord, le style graphique, assez proche des normes de l'époque, se veut assez peu stylisé. Les proportions et les mouvements sont réalistes, et les traits fins et harmonieux. Le studio conservera ce type de design pour de nombreux films à venir, à l'exception de quelques expérimentations, comme dans Mes voisins les Yamada. Ensuite, des décors somptueux, entièrement peints à la main, qui mettent en avant de nombreux environnements plus riches les uns que les autres.
Que ce soit la mine, inspirée par un voyage au Pays de Galles par l'équipe du studio, l'île de Laputa, aux airs d'Atlantide céleste, avec ses ruines résonnant de la gloire d'une civilisation disparue, ou encore les cavernes aux gemmes incandescentes, ce film nous emmène dans des mondes fourmillants de détails et inspirés par une vision fantasmée de l'Occident, qu'on retrouvera dans d'autres films comme Kiki la petite sorcière ou Le château ambulant. Troisièmement, les machines. Fils d'un ingénieur aérien, on ne peut pas parler d'un film de Miyazaki sans mentionner ses innombrables machines volantes, avions ou autres dirigeables. Il y apporte une vision réaliste, connaissant lui-même le fonctionnement interne et externe des avions, tout en créant des designs inédits, voire loufoques. On peut ainsi voir les avions insectes des pirates, les dirigeables et les avions de l'armée, ou encore l'île même de Laputa, construite comme une sorte de vaisseau aérien. Le réalisateur rend d'ailleurs hommage à ses sources d'inspiration dans le générique de début, où l'on nous présente l'évolution de nombreux véhicules volants dignes des œuvres de Jules Verne. Quatrièmement, les personnages. Miyazaki a toujours souhaité apporter une dimension réaliste et moins dichotomique à ses personnages. Chez Miyazaki, il n'y a souvent pas vraiment de méchants, et pas toujours de gentils non plus. Les personnages sont complexes, et ce sont leurs choix et les raisons qui les motivent qui les définiront plutôt que leurs qualités intrinsèques. Alors on va spoiler un peu, donc pour ceux qui ne voudraient pas savoir, je vous mets une indication à l'écran, et comme ça vous pourrez passer après la fin des spoils. Les pirates, par exemple, après avoir tenté de capturer nos héros sans relâche, finissent par s'allier à ceux-ci, au départ pour des raisons égoïstes, mais ensuite par amitié. Ils finissent par constituer un genre de famille de fortune pour nos héros. Si ce film reste malgré tout plus manichéen que certaines autres œuvres du réalisateur, on ne peut pas s'empêcher de ressentir une certaine ambiguïté vis-à-vis de certains des personnages et des thèmes du film. D'ailleurs, comme souvent chez Miyazaki, la fin du film sonne plus comme le début d'une nouvelle aventure que comme un retour à la maison des héros, et le film, de par les thèmes qu'il aborde, nous force à réfléchir sur des sujets matures, comme notre utilisation de la technologie et les responsabilités qui en découlent. On peut d'ailleurs voir dans le troisième acte du film des traces du traumatisme de la bombe atomique. Enfin, il faut absolument mentionner les musiques de Joe Hisaishi, compositeur récurrent du studio et adoré du public. Si on perçoit encore des traces de musique électronique ou expérimentale, son style de prédilection étant la musique minimaliste, le compositeur les marie ici avec des thèmes symphoniques superbes qui viennent complimenter les tableaux du film sans jamais forcer le trait. On remarquera d'ailleurs que pour la sortie américaine du film, les studios américains demanderont au compositeur d'écrire environ une demi-heure de plus de musique, en pensant que le public américain aurait du mal avec les scènes les plus silencieuses du film. Certaines lignes de dialogue ont d'ailleurs été réenregistrées à l'occasion afin de meubler ces silences. Si on peut regretter cette tentative de dénaturer l'œuvre originale, on appréciera quand même de pouvoir profiter de cette demi-heure supplémentaire de musique par le même compositeur original, avec l'aval de Miyazaki, le réalisateur du film. Et d'ailleurs en France, c'est la version japonaise qui a été conservée avec les silences. Si vous voulez profiter de la musique supplémentaire qui a été écrite pour le film, je vous invite à chercher une version américaine, et en basculant entre la version japonaise et américaine, vous pourrez vraiment entendre les différences d'ambiance pendant tout le film. Le château dans le ciel, c'est donc tout ça, et plus encore. Cependant, dire qu'il est un film parfait serait peut-être mensonger. On pourra reprocher au film sa durée et son rythme un peu irrégulier, Miyazaki étant connu pour créer et modifier ses films au fur et à mesure du processus. Certains trouveront sûrement sa trame principale un peu déjà vue, ou encore ses personnages parfois un peu simples, mais le film n'en reste pas moins une réussite et une porte d'entrée, la meilleure ou non, à vous de juger, vers la filmographie du studio. Merci à tous d'avoir regardé cette première chronique, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, j'essaie vraiment de vous apporter un contenu que je trouve intéressant, pour moi à faire et pour vous à regarder. Vous pouvez mettre un like si vous avez apprécié, et n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des futures vidéos à sortir. Dans le prochain épisode, on va s'arrêter sur un film plus récent, mais qui n'a peut-être pas reçu l'attention dont il méritait. On voit ça la prochaine fois. Salut!